Pour compléter un petit peu cette conférence sur le Made in France, on avait envie d'apporter un exemple concret qui est celui de la Chine. Et donc je vais tout d'abord laisser la parole à Monsieur Demunck qui va nous présenter justement le marché chinois et justement un petit peu l'image de la France en Chine. Donc, est-ce que le Made in France se vend en Chine? Bon, la question, clairement oui. Il n'y a pas de discussion à ce sujet. Alors, quand on parle du marché chinois, je voulais quand même dire, voilà, de quoi parle-t-on? Il y a différents marchés. C'est un continent, mais il y a différents marchés. Il y a le marché de l'industrie. Ça a été mentionné. Par M. Théo aussi, il y a les technologies, les secteurs spécialisés, l'aviation, la vente des Airbus, le nucléaire, l'énergie avec Areva, Alstom, les Total, les Veolia, les Bouygues, clairement tous ces gens-là sont hyper présents. Valeo, qui innove en France à ses usines en Chine, très forte présence française, elle est bien reconnue, mais c'est la grande industrie, donc c'est peut-être moins le sujet qui intéresse les gens de la région ici, du Périgord. Donc c'est pour ça le second marché auquel je veux attirer l'attention, c'est le marché des consommateurs. Le marché des consommateurs lui-même, il est très varié. Il y a d'abord ce qu'on appelle les très riches. Il y a plus d'1 million de millionnaires, selon Bloomberg, en Chine. Et ces gens-là, bon, au plus un produit est cher, au plus il va l'attirer. Donc c'est une question de statut. Donc pour les produits grand luxe, c'est un excellent marché. La classe moyenne, c'est une question de définition, classe moyenne. Quand je dis minimum 200 millions de consommateurs, c'est plutôt c'est des consommateurs, je dirais, de type occidentaux, comme le consommateur moyen qu'on trouve en France. À mon avis, c'est la taille du marché chinois. En fait, le marché chinois est nettement plus large que ça, parce qu'il y a aussi la population urbaine. Elle est aujourd'hui de 712 millions de personnes, et en fait, à partir du moment où il y a une population urbaine, il y a la possibilité, je dirais, de vendre toute une gamme de produits. Donc pas seulement du très haut de gamme, mais également des produits de base. Et donc c'est important de réaliser ça. J'avais parlé de la taille du marché chinois, 26 provinces, 4 villes indépendantes. 5 provinces en Chine ont des populations qui sont supérieures à celles de l'Allemagne. L'Allemagne a 83 millions d'habitants. Mais il y a 5 provinces en Chine qui ont plus que 83 millions d'habitants. Donc, la province de Canton, du Guangdong, comme on l'appelle là-bas, 104 millions d'habitants. Elle compte aussi 21 villes de plus d'1 million d'habitants. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il faut être réaliste, il faut segmenter. C'est un peu illusoire que de vouloir approcher l'entièreté du marché chinois. Dans ce graphique-là, j'ai quand même voulu rapidement vous montrer la répartition des millionnaires en dollars américains en Chine. Vous voyez quand même que, bien entendu, et c'est pas une surprise, il y a une très très forte concentration sur les villes principales. Pékin, Canton, Shanghai, déjà ces 3 villes-là, et qui sont automatiquement, je pense, des cibles prioritaires pour tout exportateur français. Alors, passons un peu sur le marché des consommateurs. Bien entendu, le label France est un label qui reste excessivement vendeur dans le luxe, dans les arts de la table et dans la gastronomie. Dans le haut de gamme, bien entendu, les marques françaises sont préférées à tout autre. Les Louis Vuitton, Hermès, Chanel, Cartier sont parmi les 5 marques principales en matière de cadeaux. Donc 4 sur 5, c'est un excellent score. Marché des consommateurs dans le secteur agroalimentaire. Donc si les produits de luxe français sont devenus un symbole de statut, la perception de qualité s'étend bien entendu aussi au secteur agroalimentaire. Alors, si on prend d'abord les produits laitiers,
c'est un marché avec un rythme de croissance annuelle de 10%. Il devrait devenir le premier marché mondial de produits laitiers en 2020, avant les États-Unis. Là encore, il y a de très gros opérateurs. Je cite à titre d'exemple la JV entre COFCO et Danone. COFCO est une société chinoise étatique dans laquelle... il y a une JV avec COFCO et ensuite, effectivement, Danone a pris une participation, tout récemment d'ailleurs, de 4% dans le leader national des produits de lait, Mengniu Dairy. Et donc, COFCO, effectivement, l'actionnaire majoritaire avec 28% dans cette société. Ils vont créer une société de production et de vente commune de produits laitiers en Chine. Il y aura 13 usines de production, il y aura 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 21% du marché chinois. Je pense que le label chinois dans cette JV, le label français dans cette JV est capital. Le problème de la Chine, et ça a été mentionné précédemment, c'est aussi, c'est très important pour le secteur agroalimentaire, c'est la traçabilité. Il y a eu des scandales, et il y a encore des scandales. Tous les 15 jours, il y a des nouveaux scandales qui ressortent. On connaît le problème en Chine, dans le secteur laitier, notamment avec la poudre de lait, où il y avait, les Chinois avaient utilisé de la mélamine, je pense. Ça a provoqué quand même 5 ou 6 morts parmi des bébés. Et donc, du coup, les consommateurs chinois ont une méfiance très élevée maintenant par rapport aux produits locaux. C'est vrai pour le lait, mais c'est aussi dans d'autres domaines. Il y a eu des problèmes aussi de contamination dans le poisson, dans la viande, le porc. Récemment, dans la province du Guangdong, justement, 50% du riz qui était vendu était aussi malpropre, je dirais, à la consommation. Il avait j'ai oublié le nom du composant, mais c'était quelque chose qui était nuisible à la santé. Donc c'est général en Chine. Donc, dans cette optique-là, bien entendu, la France a très bonne réputation en matière de qualité. Et donc, sans qu'il y ait quand même des contrôles qui sont très très stricts pour un consommateur chinois, s'il voit qu'un produit est produit en France ou même ailleurs en Europe, automatiquement, ça va le mettre en confiance. Je vais passer sur le secteur des produits laitiers parce que bon, il y a bien entendu il y a plusieurs exemples comme la laiterie de Montaigu, Prospérité Fermière, etc. Isigny Saint-Mère qui continuent à augmenter leur capacité de production. C'est simplement une illustration du fait que oui, leur vente à l'export et notamment en Chine se développe rapidement. Ouais, pour une illustration, moi je vais mettre de l'ambiance aussi, parce qu'il n'y a pas de questions. Notre petite expérience en Chine, parce que la société est toute récente, mais première étape, on a un importateur qui nous dit mais vous faites des produits chers, donc ça va marcher en Chine. Bon. On lui envoie des échantillons, il fait le tour des restaurants. Ah oui, mais en Chine, on a aussi du caviar très cher, donc finalement, quelle est la différence? Deuxième étape, il contacte un producteur de caviar chinois, qui lui dit, mais attendez, pour moitié prix, je vous fais les mêmes boîtes, avec les mêmes étiquettes, etc. Caviar de Neuvik, demain. Donc on se dit, mince, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On vend le concept, on fait du licensing de notre marque en Chine, etc. Et donc, troisième étape, c'est ce qu'on est encore en train de définir. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on lance un produit très premium, beaucoup plus cher qu'ailleurs, rien que parce qu'il faut que ce soit cher pour que ça se vende bien? Ou est-ce qu'on utilise notre design pour faire vendre un produit chinois, quoi, en fait? Et donc, c'est jamais... c'est pas simple, la Chine, parce que c'est aussi des grands producteurs de tout. Ils ont tout. Et à tous les prix. Je vais passer à un autre secteur, celui de l'élevage et de la viande. Donc, les filières de viande française produisent et vendent de la viande qui est parfaitement tracée. Encore une fois, je reviens sur la traçabilité, c'est essentiel. Donc, c'est un patrimoine que nous avons qui est extrêmement riche et qu'il faut valoriser.
Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que bon, les Chinois, il y a eu, je mentionne à titre d'exemple, une acquisition récente par la société Shuanghui International aux États-Unis du producteur américain de porc et de viande de porc, Smithfields, 4,7 milliards de dollars. Déjà, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça montre que les Chinois, qui sont des gros consommateurs de porc, quelle est la raison pour laquelle ils ont fait cette acquisition? C'est qu'ils ont aussi un besoin pour leur industrie du porc qui est déjà énorme, d'augmenter la qualité des produits. Et donc, ils recherchent des technologies étrangères qui leur permettent de fabriquer des produits de meilleure qualité. Et pourtant, les producteurs américains, et notamment Smithfields, utilisent aussi un additif, la ractopamine, qui est interdite en Chine. Elle est interdite en Russie, elle est interdite dans l'Union européenne. Encore une fois, ça montre que du côté français, côté Union européenne en général, on a des standards qui sont excessivement élevés. Enfin, pas excessivement, particulièrement élevés, et c'est une bonne chose. Donc on est très très bien placé, je pense, pour vendre nos produits dans le secteur de l'élevage et de la viande. Le vin, rapidement, donc un secteur très important, secteur qui est en explosion en Chine, 546 millions d'exportation de vin français en valeur vers la Chine en 2012. 70% des importations de vin en Chine proviennent de la France. Donc là, clairement, on a une visibilité très forte dans ce domaine. Et au début, c'est vrai que le consommateur chinois était très fort porté sur les Bordeaux, mais ce n'est plus le cas exclusif. Aujourd'hui, les Bourgognes, les vins de la Loire, etc., se vendent très très bien. Je ne vais pas revenir sur le sujet. Est-ce que oui ou non, il y a lieu de promouvoir l'image d'une région? À mon avis, c'est pas nécessaire. Mais je pense quand même que bénéficier du drapeau français, du label France est primordial. En tout cas, je ne crois pas que les Chinois soient venus chercher le vin en France. C'est que les producteurs français, en particulier bordelais, ça fait des années qui vont en Chine et qui font le travail, qui labourent. Et c'est pour ça qu'ils ont le résultat maintenant. Mais moi, j'ai beaucoup d'amis à Bordeaux qui passent depuis des années, des mois en Chine. Et c'est comme ça qu'on a du résultat. C'est pas parce qu'on est France. Sinon, du vin, ils achèteront ailleurs. Aussi justement parce qu'ils ont sensibilisé le marché à leurs produits et qu'ils ont aussi un petit peu entre guillemets éduqué les consommateurs à ce qu'on produit en France et que ça leur permet ensuite effectivement d'avoir un marché qui est vraiment ouvert et réceptif à nos propres produits. C'est ça qui est intéressant. Dernier secteur sur lequel j'avais fait un petit slide rapide, c'était le secteur de la cosmétique. Donc le marché des cosmétiques haut de gamme est encore peu développé en Chine, mais son potentiel augmente très très rapidement. Il y a une préférence notoire pour les produits cosmétiques naturels. En fait, j'avais mentionné deux cas, la Sephora et l'Occitane, mais en fait, je voulais plutôt parler de Sephora de Sisley. Et en fait, c'était suite à une interview avec une consommatrice chinoise. Je trouvais ça intéressant quand même. Qui avait dit oui, les produits de l'Occitane sont des produits de qualité, mais ils ont une senteur qui est très forte. Et donc, cette consommatrice disait, comme la senteur est tellement forte, elle avait un doute qu'éventuellement ces produits contenaient des substances chimiques. Et les Chinois sont très portés sur tout ce qui est produit naturel. La médecine chinoise est aussi basée sur des plantes essentiellement. Et il y a une nécessité de communication sur l'origine naturelle des produits. Sisley, par exemple, par ailleurs, a une senteur qui est plutôt médicinale. Et ces produits, c'est communiqué sur le produit, ils sont fabriqués à base de plantes, ce qui est naturel. Et donc cette consommatrice disait, voilà, je me sens plus en confiance en achetant des produits Sisley parce qu'ils ont fait leur communication au niveau de la constitution naturelle de ces produits.
Dans le secteur de la cosmétique, les produits cosmétiques, soins de la peau, c'est un marché excessivement porteur. Une consommatrice dans une grande ville chinoise peut facilement dépenser 1000 renminbi par mois, ce qui est environ, c'est un peu plus de 100 € par mois. Donc c'est quand même considérable. Dernier point, j'ai pas mentionné sur le slide, mais je voulais parler un petit peu aussi du secteur des vêtements, des fringues. Il y a beaucoup de sociétés françaises. Bon, la mode française est bien reconnue. Bon, c'est pas forcément le haut de gamme, bien entendu, tout le monde connaît. Mais des grands fabricants français, des chaînes. Je pense à la société bretonne Beau Manoir, par exemple, qui vend quand même pour 1 milliard de renminbi de vêtements en Chine. Promode et Etam. Ce qui est intéressant, c'est que bon, ce sont des marques qui sont connues, ce sont des marques qui ont label français, mais l'approche du marché est différente. C'était qui de nouveau Oui, le design. Par exemple, si on parle de Etam, adapte son produit à la Chine. Donc le design, l'achat, la fabrication est faite entièrement en Chine. Et donc les produits d'Etam qui sont vendus en Chine sont différents des produits qu'on voit en France. Par contre, Promote, c'est le contraire. Promote a une gamme de production. C'est un peu comme Zara. Ils ont une gamme de production qui est faite en France et qui est vendue sur tous les marchés au monde. Donc approche différente. Dans ce cas, je vais laisser la parole à Monsieur Théo qui va nous présenter un petit peu le cas concret du développement de Saint-Michel Biscuit en Chine, où vous en êtes, etc. J'ai combien de temps pour ça? Vous avez à peu près 2h30, donc ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Non, je vais essayer de vous raconter une histoire. Mais je pense qu'elle peut être intéressante parce que je me mets à votre place et je me dis, bon, si vous êtes ici, c'est que bon, dans votre tête, ça trotte, comment est-ce que je peux exporter mes produits? Donc vous pouvez un peu, en m'écoutant, réfléchir aussi à ce qui pourrait vous arriver avec votre propre produit. Parce que finalement, ce qui est important, c'est ce que je disais au début, c'est de vendre nos produits à l'étranger. Donc moi je n'avais jamais travaillé en France avant l'âge de 40 ans, je commence par ça parce que bon, pour essayer de nous intéresser et bon, j'ai vécu dans 36 000 pays. Je suis aujourd'hui dans cette entreprise qui exporte environ 80 millions sur 300 dans plus de 30 pays, 30 marchés. Et au mois de novembre dernier, le PDG se pointe et me dit, Alain, on parle de la Chine, je veux que tu t'occupes de la Chine. Bon, moi j'ai vécu en Italie, en Espagne, au Mexique, en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Angleterre. La Chine, qu'est-ce que je vais foutre en Chine? Ça m'intéresse pas. Non, c'est toi qui dois t'occuper de la Chine. Il faut qu'on exporte nos produits en Chine. Et me va partir en novembre dernier avec 30 ans de moins pratiquement, et puis devoir m'occuper pour aboutir à produire une recommandation et un rapport qui sort ces jours-ci pour Saint-Michel et la façon dont on va exporter nos produits sur le marché chinois. Alors la première chose que j'ai fait, moi qui connaissais pas du tout ce marché, qui ne m'y intéressait même pas du tout, j'ai commencé à l'étudier et à l'analyser. Et là, je retrouve dans l'exposé de Monsieur Deminck, c'est ça, tout ce que j'ai découvert au cours des derniers 6 mois. Tout ce qu'il a dit, toutes les statistiques qu'il a présentées, voilà. Donc j'ai commencé par ça. J'ai commencé par m'intéresser au marché, par étudier le marché et par prendre des informations partout. Alors auprès des institutions financières présentes en France mais qui ont des filiales en Chine, des cabinets d'expertise comptable, Mazars, des cabinets internationaux de grandes institutions financières présentes ici, la Société Générale, la CIC, la BNP. Bon. J'ai commencé par consulter UBI France,
je fais une petite parenthèse là-dessus. Bon. Moi qui ai connu l'ancien CFCE, donc Centre français du commerce extérieur, qui devait, il y a 30 ans, 25 ans, aider les entreprises françaises à exporter, s'est transformé en UbiFrance. Je crois que peu dans cette salle connaissent les produits et ce que pourrait faire UbiFrance pour vous. Pratiquement gratuitement. Jusqu'à la prise d'un rendez-vous et la présentation de votre produit sur un marché. Bon. Je ferme la parenthèse, mais ça méritera peut-être dans certains ateliers d'être exploré. Moi, je m'appuie énormément là-dessus. J'ai donc consulté UbiFrance. Bon, UbiFrance a travaillé pour moi, donc encore une fois gratuitement, parce que la COFAS vous rembourse pratiquement toutes ces choses-là. Hein. Donc, et ensuite, j'ai réfléchi, est-ce que nos produits correspondent au marché chinois? Est-ce que, les millionnaires, les catégories moyennes, vont aimer ce type de produit? Donc j'ai envoyé les produits là-bas, je les ai fait tester, je les ai fait goûter, j'ai eu des tas de rapports qui sont revenus. Ça a duré 6 mois l'histoire. Hein. Bon, on a exploré ça, on a analysé ça. Après, on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de produits qui effectivement correspondaient au goût chinois et que les Chinois pouvaient vraiment les acheter. Bon. Donc, on a analysé, alors là, on a fait vraiment du marketing, on a analysé la façon de présenter les produits, sur quel réseau de distribution on allait commercialiser ces produits, quel prix, en fonction de la catégorie socio-professionnelle à laquelle, ou sociale auquel on allait vendre ces produits, il fallait faire. Donc, si vous voulez, c'est un investissement, important, avec énormément d'humilité. On a aussi contacté des Chinois. Bon, j'ai été en Chine. Bon, aller en Chine quand vous connaissez rien. Bon, moi je vais au Mexique, je parle espagnol couramment. Je l'ai appris à 5 ans. Bon, je vais en Italie, j'ai passé 10 ans, je parle italien couramment. Je connais les banquiers, les hommes politiques, etc. Bon, mais en Chine, et les Chinois, comment ils sont? Au cours d'une réunion, petite vexation, petit humour à la française, les mecs se lèvent et se cassent. Bon, je peux vous dire que ça m'est arrivé. Bon, donc si vous voulez, plein de réflexions, plein de trucs, et puis après il y a tout le problème chez nous. Bon, quels sont, comment faut-il y aller? Faut-il y aller par un importateur? Faut-il y aller par nous-mêmes? Si on y va par nous-mêmes, quel est le niveau d'investissement? Donc tout ce travail, si vous voulez, a été fait, ça a pris un peu de temps. Bon, entre le mois de novembre et ce mois de juin. On a constitué la gamme, on a constitué la présentation des produits, et on s'est aperçu qu'on aurait du mal à commercialiser à la grande masse. Et donc, on a pris, dans le courant de ces mois-ci, on a pris 2 décisions de commercialiser par un importateur, dans un segment de marché plutôt haut de gamme, et en adressant nos produits prioritairement donc aux catégories socio-professionnelles plus élevées. Mais on étudie aussi donc comment faire bouffer de la madeleine. Bon, alors de la madeleine ou ce qu'on appelle des fingers madeleine, c'est-à-dire vous savez des madeleines longues, qu'on trempe dans le café ou dans le thé, etc. pour la commercialiser aux masses populaires. Donc c'est un produit qui doit être un produit bon marché. Hein, parce qu'évidemment, on va pas vendre le produit en Chine là-bas. Il y a les DLUO des produits. Un produit de pâtisserie, si vous voulez, ça dure 6 mois. Mais il faut les mettre dans un bateau, il faut les envoyer là-bas, il faut que ça passe dans les réseaux de distribution. Voilà. Donc finalement, tout ce travail-là, c'est un travail de détail, c'est un travail de réflexion. Il faut se faire aider. Il faut se dire et la soixantaine arrive, il faut se dire que vous êtes nul, que vous savez pas et que des gens doivent vous aider. Et c'est ce que j'ai fait.
Et à la fin, vous accumulez tout ce qu'a expliqué donc Monsieur Deminck là, et ça commence à germer dans votre tête, et vous y allez parce que vous êtes des entrepreneurs. Mais vous avez bien balayé, et nous, ça y est, donc on y va. Et je vais pas vous dévoiler ma reco, mais maintenant j'y crois tellement que je vais avoir un salarié français dans une structure d'accueil française qui connaît le marché, qui va se lever le matin à 7h30, qui va travailler pour moi jusqu'à 7h30 du soir. Il sera contrôlé. Il contactera les gens de la grande distribution, il présentera nos produits et je maîtriserai moi-même mon propre développement. Alors la structure de mon entreprise me permet de proposer au conseil d'administration un investissement de 100 000 € par an avec un salarié, des conseils autour qui vont pouvoir commercialiser les produits. Donc je pense devenir rentable et absorber cette structure au bout de 2 ans. Voilà. Alors ça c'est pour une entreprise d'une dimension de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires de biscuits, qui attaque un marché. J'ai vécu des hypothèses avec beaucoup moins de moyens dans d'autres vies professionnelles. Bon, nous, notre stratégie exportation, c'est les marchés de proximité, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Suisse, le Benelux. Bon, on vend beaucoup aux États-Unis. Bon, et on se dit que finalement la Chine c'est loin, c'est difficile. J'ai eu ça dans ma tête aussi. Mais les chiffres exposés il y a quelques instants montrent que c'est un marché où il faut être présent. Donc finalement, on ne laisse pas le train passer. Et voilà tout ce que nous avons fait pour y aller.